tout le monde. Je me présente. Moi, c'est Philippe Tarte, coordonnateur du DEC+. Sylvie Maheu, coordonnatrice du DEC+. Oui, on peut voir qu'on s'est mis dans nos habits de Zoom habituels de l'année parce qu'on s'est mis chic pour l'occasion. Bienvenue à l'Expo Science 2021. En toute une année qu'on a eue. Puis ce soir, bien, finalement, c'est la fête. On peut commencer, en fait, à apprécier les projets de nos étudiants. Puis on va passer toute la soirée ensemble pour pouvoir, justement, entendre parler de science puis d'entendre parler de ces fameux projets DEC+-là. Donc, après cette année qui a été fort tumultueuse et pleine de rebondissements, on a vraiment eu la chance de finaliser les projets de recherche. Ça a été extrêmement difficile de le faire. On a dû changer à peu près 36 fois de formule. On a aussi, juste pour faire l'Expo Science, je pense qu'on est rendu à notre 4e version, Sylvie, là, de tout ça. Ça a été rempli d'incertitudes. Bref, on est là ce soir avec vous. Les étudiants sont là sur Zoom pour vous présenter. Normalement, là, les expos sciences habituelles se font à l'Escale. Vous êtes habitués, probablement, il y a plein d'entre vous qui venez là, année après année à l'Expo Science. Donc, normalement, on est à l'Escale, il y a des kiosques, les gens se promènent d'un kiosque à l'autre. Et cette année, évidemment, c'était impossible. Donc, par les mesures sanitaires, on a essayé de faire quelque chose là, en présence, mais c'était vraiment impossible. Et on en est venu avec une formule un peu sous la forme d'une émission de télévision. Donc, ce soir, vous allez avoir la chance de nous suivre pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, où est-ce que vous allez voir les étudiants vous présenter leurs projets, donc un après l'autre. Et Sylvie vous expliquera tantôt tout ça. Les projets de recherche, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi les projets de recherche DEC+. Donc, un projet de recherche, en fait, c'est l'activité finale du programme DEC+. Les étudiants, lorsqu'ils font le programme DEC+, là, à leur dernière année, doivent mettre en œuvre un projet qui est, ni plus ni moins, une application de la méthode scientifique. Donc, à l'automne, nos étudiants vont choisir un thème dans une discipline de leur choix, que ce soit la biologie, la chimie, la physique ou les mathématiques, puis ils vont développer, se poser des questions, essayer de faire des hypothèses vis-à-vis de tout ça, puis par l'expérimentation, répondre à leurs questions. Un peu ce que fait les scientifiques de par le monde qui ont permis d'avoir toutes les avancées technologiques qu'on a et qui a aussi permis de faire même les vaccins qu'on nous injecte là, ces derniers temps. Bien, c'est toute cette méthode-là qui est derrière ça. Puis on veut, dans le DEC+, que nos étudiants expérimentent la méthode scientifique. Donc, à l'automne, les étudiants ont choisi leur projet, trouvé un superviseur qui est un professeur du collège cette année, et aussi, lorsqu'ils ont tout fini de mettre, dans le fond, de faire leur recherche plus théorique là-dessus, vont, à l'hiver, rentrer en laboratoire puis expérimenter. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, puis là, les dernières semaines, donc du mois de janvier jusqu'à il y a quelques semaines, il y a vraiment, les étudiants étaient en laboratoire, on a pu le faire, c'était un miracle qu'on puisse le faire, et ont pu expérimenter, faire leur projet, et aujourd'hui, ils vont venir vous présenter leurs principales conclusions, puis aussi vous parler de toute cette œuvre-là qui ont mené à terme il y a quelques semaines. Les équipes maintenant, donc on a 8 équipes ce soir qui vont venir vous parler de leur projet de recherche. C'est les finissants en DEC+, qui vont venir faire ça. C'est des équipes de 3 étudiants, donc ça fait 24 personnes qui vont parler ce soir puis qui vont vous donner, en fait, leur passion pour la science. Cette année, il y a 4 équipes en chimie et 4 équipes en biologie. Je vous rappelle que les étudiants c'est eux qui choisissaient leur thème. Donc, c'est pas qu'on n'aime pas la physique et les mathématiques, c'est vraiment, ça a donné comme ça cette année. Donc, ce soir, c'est vraiment la soirée des étudiants. C'est une soirée pour eux. On a construit toute cette soirée-là pour qu'ils soient les stars de la soirée. Et c'est eux que vous allez entendre le plus ce soir. Donc, Sylvie, maintenant, va vous expliquer un petit peu comment va fonctionner la soirée, parce qu'il va y avoir aussi des volets un peu interactifs. Donc, Sylvie va tout vous expliquer un peu comment va fonctionner notre soirée. Voilà, donc moi, j'ai la mission de vous expliquer un petit peu comment va se dérouler notre soirée, comme l'a dit Philippe. Tout d'abord, peut-être contextualiser une expo science normale, qu'est-ce qui se passe? Une expo science, c'est l'endroit pour mettre en vedette, évidemment, nos étudiants finissants de 2e année. Donc, cette année, la cohorte 27 qui va présenter leur projet.
Mais aussi, à chaque expo-science, il y a toujours de la place pour les premières années qui, eux, vont présenter ce qu'on appelle un dossier scientifique, qui va être expliqué un peu plus tard. Donc, c'est en général une exposition qui n'a pas besoin d'explication et qui se visite par elle-même. Donc, ce soir, on veut mettre en valeur, bien sûr, la cohorte 27 qui vont montrer leur projet de recherche, mais on va aussi présenter ce que la cohorte 28, qui sont actuellement en fin de première année DEC+, ont pu faire cette année. Et en plus, il y a un bonus pour cette année. L'année dernière, on s'est fait prendre tout le monde un petit peu de cours par la pandémie. Et puis, on a une cohorte qui était finissante l'année dernière et qui a fait tout un processus de recherche et qui, malheureusement, s'est vue obligée de ne pas avoir d'expo-science. Et cette année, on va aussi prendre du temps pour rendre hommage à cette belle cohorte-là, la cohorte 26, des étudiants qui sont maintenant à l'université. Donc, on a 3 cohortes à vous présenter. Et là, ce soir, on va en profiter. Comment va se dérouler notre soirée? Comme l'a mentionné Philippe, on va commencer, vous avez vu, on a des blocs qui ont été déjà filmés. Vous avez commencé à voir un petit peu nos étudiants en action avec des courtes séquences vidéo de laboratoire. Donc, notre objectif, c'est d'avoir nos 8 équipes qui vont vous présenter leur projet de recherche séparés en 4 blocs. Donc, en 4 blocs de 2 équipes, selon le superviseur qui les a encadrés. Donc, avec ces 4 blocs-là, on va venir ponctuer chaque bloc de petites vidéos qui vont vous permettre de voir un petit peu les gens qui ont encadré ces gens-là, les personnes, les étudiants, les personnes qui sont autour, parce que ça ne peut pas se faire tout seul, il faut beaucoup de monde pour encadrer ces travaux de recherche-là. Et on va aussi en profiter pour montrer certaines choses que les autres cohortes ont pu faire. Donc, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on va fonctionner. À la fin de chaque bloc, vu qu'on veut que notre expo-science soit le plus dynamique possible, on a prévu qu'il y ait une séance de questions. Bien sûr, vous ne pourrez pas poser directement vos questions aux étudiants. Philippe et moi, on va se faire les ambassadeurs de vos questions. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner? Pendant que les étudiants vont présenter, vous allez avoir 2 équipes qui vont présenter. Ça va durer à peu près une dizaine de minutes. Et si vous avez des questions à poser à ces étudiants-là, on vous encourage à les formuler le plus court possible, clairement, dans le chat, en nommant les personnes de l'équipe pour qu'on sache à qui s'adresse votre question. Philippe et moi, on va regarder, évidemment, le clavardage, c'est un onglet que vous avez, c'est soit chat, si vous avez la version anglaise de Zoom, ou conversation, converser, que vous avez en bas. Vous pouvez cliquer et vous pouvez écrire un message qu'on va voir. Et on vous encourage à écrire seulement des questions comme ça pour ne pas déranger les étudiants. On ne veut pas de conversation autre que ça pourrait les déconcentrer. Donc, nous, on va sélectionner pendant les présentations une question pour chaque équipe qu'on va ensuite, à la fin d'un bloc, poser aux étudiants, soit Philippe ou soit moi. On va poser à chaque équipe une question issue du public. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Quand les 4 blocs vont avoir présenté, il va même y avoir un moment que Philippe va vous détailler tout à l'heure où vous allez avoir la chance d'aller les féliciter en personne si vous le désirez. Donc, voilà, ça c'est pour les explications pour le déroulement de notre belle soirée. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de commencer. Philippe, on y va. Donc, on va commencer avec notre premier bloc qui a eu la chance, donc nos 2 équipes ont eu la chance d'être supervisées par un collègue qui s'appelle Danny Rondeau. Donc, Danny va commencer par se présenter et ensuite, vous allez rencontrer les 2 merveilleuses équipes sous sa supervision. Bonne expo-science, tout le monde. Merci. Bonjour, je m'appelle Danny Rondeau, je suis professeur de chimie au Collège André Grasset. Je supervise 2 projets DEC+. Il y en a un où on fait de la vodka à partir des ingrédients de base pour réussir à faire la meilleure recette possible. Et le deuxième, on développe des inhibiteurs d'une enzyme qui s'appelle la tyrosinase, entre autres en travaillant avec ce qu'on appelle des chalcones et du jus de pomme.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ce soir. On va ouvrir le bal avec notre présentation intitulée Essai, erreur, shooter. Donc, c'est un projet de recherche réalisé par moi-même, Léa Marcille, Ariane Boulet et Alexandra Martel, en collaboration avec notre superviseur, Dany Rondeau. Donc, un petit aperçu bref de notre projet. On voulait tenter d'élaborer une recette de vodka à la fois efficace et délicieuse, ainsi que de trouver des tests de détection d'éthanol et de méthanol afin de vérifier si notre produit final était consommable. Donc, il y a eu plusieurs étapes à notre expérimentation. La première, ça a été la confection de mou de fermentation à partir de plusieurs bases. Ensuite, on a procédé à la distillation qui suivait la production d'éthanol au courant de la fermentation. Donc, grâce à la distillation, on a pu extraire l'éthanol du reste des produits de la fermentation et de recueillir ce qu'on appelle des cœurs. Puis ensuite, la troisième étape, ça a été de faire des tests sur nos cœurs. Donc, on a fait 2 tests, soit la chromatographie en phase gazeuse ainsi que l'indice de réfraction pour déterminer si c'était bel et bien de l'éthanol et donc que c'était comestible. Donc, comme mentionné par Alex, la première étape est le mou et la fermentation. C'est durant la fermentation qu'est synthétisé l'éthanol. Nous avons décidé de comparer l'efficacité des patates et du sucre en tant que base, notre hypothèse étant que le sucre est plus efficace. Pour ce faire, nous avons décidé de faire 3 mous de patates différents, soit un avec liqueur de Pasteur, qui est une source de nutriments pour les levures, un avec grains maltais et un avec amyloglucosidase, une enzyme qui brise l'amidon en sucre simple. Le mou avec grains, lors de sa fermentation, a moisi pour certaines raisons. Alors, on n'a pas pu récolter de résultats. Mais entre la liqueur et l'amyloglucosidase, c'est celui avec amyloglucosidase qui était le plus efficace. Pour le sucre, on a essayé 2 mous, soit un avec sucre seul et un avec sucre et liqueur de Pasteur. Le mou avec liqueur nous a donné de meilleurs résultats. Ensuite, nous avons récolté les cœurs de distillation, c'est-à-dire les substances évaporées et condensées entre 78 et 94 degrés Celsius. Avant ça, soit entre 65 et 70 degrés Celsius, on a récolté les têtes qui sont majoritairement composées de méthanol. Et après 94 degrés, nous avons récolté les queues qui sont composées d'huile de fusel, un composé non toxique, mais qui donne un mauvais goût au distillat. C'est pourquoi, lors de l'expérience, on ne garde pas les têtes et les queues, et qu'on conserve juste les cœurs. Au final, le mou patate amylo nous a donné un pourcentage de rendement de 0,6 % et celui de sucre liqueur de 1,47 %. Donc, le premier test qu'on a effectué, ça consistait à prendre l'indice de réfraction de nos distillats à l'aide d'un réfractomètre. On a alors comparé les valeurs de nos cœurs aux valeurs de l'éthanol et du méthanol pur. Comme on peut voir dans le tableau, la valeur de l'éthanol est de 1,361 alors que celle du méthanol est de 1,329. Si on prend par exemple le cœur 1A, qui a un indice de 1,362, en ajoutant les incertitudes, les 2 valeurs se chevauchent. On a donc considéré ce cœur comme propre à la consommation, et de même pour les autres cœurs. Ensuite, le deuxième test, ça a été la chromatographie en phase gazeuse qui nous permettait de vérifier s'il y avait seulement de l'éthanol dans nos cœurs ou du méthanol qui est beaucoup plus toxique pour l'être humain. Donc, la première étape, ça a été d'injecter dans l'appareil, comme vous pouvez voir sur la photo en bas à droite, un mélange de 50% d'éthanol et de 50% de méthanol pour vérifier si on était capable de les séparer. Donc, de vérifier les paramètres à ajuster sur l'appareil qui permettaient d'avoir 2 pics distincts, comme on peut observer ici sur le graphique. Une fois que ça s'était fait, on réglait les paramètres à ceux qu'on avait trouvés auparavant et on injectait chacun de nos cœurs dans l'appareil et on comparait les graphiques obtenus par nos cœurs, comme on peut voir sur le cœur 4B ici, à celui du mélange d'éthanol et de méthanol. Puis comme on peut voir, puisqu'il y a seulement un pic, on peut voir que c'était seulement de l'éthanol et donc que nos cœurs étaient bel et bien comestibles. Donc, pour finir, le dernier test qu'on a fait, c'est la concentration en alcool de nos distillats avec un alcomètre portatif. C'est un appareil qui n'était pas disponible à l'école, mais on a emprunté et gentiment, la DPI de Montréal nous l'a laissé. Donc, on a trouvé une concentration en alcool de 87,4. Avec ce résultat, on a pu créer notre vodka finale. On a donc dilué, selon le brevet de la vodka, qui impose un titrage de 40 degrés d'éthanol, et on a fait ceci. Donc, enfin, suite à toutes ces manipulations, on a pu confirmer notre hypothèse selon laquelle le sucre est la base la plus efficace.
Alors, on tenait à remercier Dany Rondeau de nous avoir si bien accompagnés et supervisés tout au long de nos projets. Aussi, Liliane de la distillerie de Montréal pour ses conseils qui ont été vraiment précieux pour nous. Bien sûr, Phil, notre coordo, ainsi que le Collège André Grasset pour tout le matériel qui nous a permis de faire notre expérimentation. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, mes coéquipières et moi-même allons vous présenter notre projet de recherche sur les chalcones, ces petites molécules bien intéressantes pour lesquelles nous connaissons encore les propriétés plus ou moins bien. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, les chalcones. Alors, je suis pas mal certaine que, cher public, actuellement, vous êtes confortablement assis dans votre salon et vous vous demandez qu'est-ce que c'est en fait une chalcone? Eh bien, les chalcones, ce sont en fait des molécules qui sont présentes dans plusieurs fruits et légumes. C'est des molécules qui sont peu solubles, de couleur jaune-orange. Ça peut être de la poudre, des cristaux, qui peuvent être créés par synthèse en laboratoire en combinant à l'aide d'une base forte le KOH, ou alors ici sur l'image, on voit le NaOH, le benzaldéhyde avec l'acétophénone pour nous donner notre chalcone de la fin. Eh bien, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé mystérieusement de s'intéresser aux chalcones? Eh bien, c'est à cause de toutes ces nombreuses activités biologiques que les chalcones peuvent régler. Grâce à ses propriétés antioxydantes, ses propriétés antidiabétiques, ses propriétés antimicrobiennes et ses propriétés anticancéreuses. Mais c'est surtout sur les propriétés antioxydantes où nous nous sommes vraiment intéressés grâce à son inhibition de la tyrosinase. La tyrosinase, encore un mot compliqué. Ne vous en faites pas, on va tout vous expliquer. Alors, la tyrosinase, c'est quoi? C'est une enzyme qui joue un rôle extrêmement important dans le brunissement des fruits. Et ça peut créer aussi des changements au niveau de la pigmentation de la peau, que ce soit dans le problème de la mélasma, comme on voit ici sur l'image, ou dans les taches de rousseur. Plusieurs recherches ont pu prouver que les chalcones sont à des taux variables des inhibitrices de la tyrosinase. Plusieurs techniques ont été utilisées pour réaliser notre projet. Premièrement, toutes les chalcones ont été synthétisées par la méthode de Claisen-Schmidt qui consiste en une condensation des deux réactifs par, entre autres, un montage en reflux. Ensuite, une fois que la chalcone a précipité dans la solution, on a fait une filtration sous vide pour recueillir la chalcone brute. La moitié de cette chalcone brute a ensuite été recueillie pour passer à la recristallisation qui consistait en un mélange avec de l'éthanol et du chauffage, puis une deuxième filtration sous vide pour donner la chalcone pure. Une fois la chalcone synthétisée, il fallait s'assurer qu'on a synthétisé la bonne molécule. Alors, on a passé à des tests d'identification. On a utilisé 4 méthodes pour ces tests, dont la chromatographie sur couche mince, la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie UV visible et la température de fusion. Là, nous sommes passés à la deuxième partie très importante de notre expérimentation, qui était les tests biologiques. Donc, à partir d'une pomme Red Delicious qui a été pelée puis coupée, elle a été mise en solution avec de l'eau grâce à un mixeur. Cette solution a ensuite été filtrée puis centrifugée, ce qui nous a permis en fait de recueillir la tyrosinase tant voulue. À partir de là, pour mesurer l'activité enzymatique, l'absorbance des systèmes inhibés, c'est-à-dire ceux qui contiennent la chalcone, et les systèmes non inhibés ont été mesurés grâce à une sonde colorimètre, ce qui nous a permis de déterminer l'activité enzymatique et donc le taux d'inhibition. La première chalcone synthétisée était la 2'3'4'4' tétrahydroxychalcone. Sa synthèse se faisait à partir des produits 2'4' dihydroxyacétophénone et
3,4-dihydroxybenzaldéhyde pour enfin donner la chalcone. Lors de sa synthèse, on a rencontré plusieurs problèmes. En effet, lors du premier essai, la chalcone avait une couleur foncée et plutôt noire, contrairement à la couleur jaune-orange caractéristique qu'elle aurait supposée être. De plus, on n'a pas envisagé la possibilité que la chalcone allait être soluble dans l'éthanol. Donc, lorsqu'on a passé à la filtration sous vide, la chalcone s'est complètement solubilisée dans le filtre. Pour la recueillir, on a utilisé un appareil qui s'appelle le Rotava. Cependant, malgré nos nombreux efforts, ce n'était pas un succès. Lors du deuxième essai, ce n'était non plus pas un succès car la chalcone n'a jamais précipité dans la solution. Ensuite, lors du troisième essai, on a obtenu un composé qui ressemblait beaucoup à la chalcone. Cependant, les tests d'identification n'étaient pas tous concluants. La prochaine chalcone était le 4'OHA PIP qui se faisait à partir du 4'OHA et du PIP, qui sont deux différents composés. Lors de sa synthèse, on n'a pas rencontré de problème trop significatif, donc c'était un succès. De plus, tous les tests d'identification étaient concluants. La troisième chalcone que je vais aborder, c'est donc la chalcone 2'OHAB qui a été formée à partir des réactifs 2'OHA et du B qui veut dire benzaldéhyde, ce qui nous a permis d'obtenir la chalcone à la fin. Sa nature fut validée grâce aux différents tests qui ont été mentionnés plus tôt, donc on a pu conclure on était très contents de ça, que ce fut un réel succès. La dernière chalcone que nous avons synthétisée a été la 2,2'4,4' tétrahydroxychalcone, synthétisée à partir de la 2'4' dihydroxybenzaldéhyde et du 2,4-dihydroxybenzaldéhyde. Je voulais dire acétophénol en premier, désolé. Alors, lors de la synthèse de cette chalcone, nous avons rencontré plusieurs problèmes, un peu comme la première chalcone, la 2'3,4,4'. Au début, notre solution de départ avait une couleur plutôt rouge, non caractéristique des chalcones, et nous avons pu découvrir que nous avions mis le mauvais volume de NaOH, qui est très important pour s'assurer que les réactifs sont capables de s'assembler effectivement pour obtenir la chalcone. Alors, réglant ce problème lors du deuxième essai, nous avons été très contents de voir que la solution était plutôt jaune, ce qui était prometteur, mais lors des tests d'identification, nous avons malheureusement conclu que la synthèse n'avait pas fonctionné. Alors, finalement, après nos tests d'inhibition de la tyrosinase, nous avons conclu que la chalcone ayant le moins d'effet, le plus petit taux d'inhibition a été la 2,2'4,4' tétrahydroxychalcone. En troisième position, nous avions la 2'3,4,4' tétrahydroxychalcone. En deuxième position, la 4'OHA PIP et la chalcone la plus inhibitrice de la tyrosinase, la 2'OHA B. Alors, malgré les nombreuses complications que nous avons pu rencontrer et les manipulations qui pouvaient sembler interminables, nous avons réussi à avoir beaucoup de plaisir au cours des derniers laboratoires de cette année. Donc, tout d'abord, pour conclure, on aimerait vraiment remercier Dany Rondeau qui nous a soutenus pendant tout le projet. Alors, un grand merci. On en a vécu des difficultés, la COVID, les cours en ligne, nos expériences ratées, nos chalcones qui ne voulaient pas fonctionner, la rage et la tristesse de devoir jeter le fruit de plusieurs heures de travail. Mais on est restés toutes les quatre fortes, ambitieuses et déterminées. Car oui, en fait, la science, c'est ça en fin de compte. C'est un chemin qui est parsemé d'embûches. C'est pas toujours des réussites, souvent des échecs, mais ça nous a fait grandir et évoluer. Mais ici, nous nous tenons toutes les trois, fiers de pouvoir vous présenter le dur labeur de plusieurs mois de recherche et d'expérimentation. Nous espérons de tout cœur, et je parle au nom de mes deux autres coéquipières, que vous avez apprécié cette présentation et que vous allez passer une agréable soirée. Merci beaucoup. Bon, de retour. Bonjour. Bon, on va ôter nos masques maintenant qu'on a le droit. Donc, ça va être la première période de questions. Donc, on a eu des questions dans le chat. On les voit, moi et Sylvie, là, sur l'écran. Ici, donc, on écoute évidemment, comme vous, l'Expo Science tous ensemble. Donc, la première question s'adresse à l'équipe de Léa, Ariane et Alexandra. Donc, il y a quelqu'un qui se demande, en fait, pourquoi la distillation est interdite à la maison? Donc, pourquoi on ne peut pas faire de distillation à la maison? Il y a quelqu'un qui se pose la question. Je pense que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être faire de la distillation chez eux. Donc, les filles, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à ça. Léa, Alexandra ou Ariane?
Oui, ben, je Vas-y. pense que Ariane essayait de parler, mais je pense que le plus grand risque, c'est surtout le méthanol qui peut être présent dans le distillat recueilli. Puis c'est sûr qu'à la maison, on n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour faire les tests pour voir si c'est du méthanol ou de l'éthanol dans notre distillation. Donc, c'est sûr que c'est pas super. Puis il reste aussi que la distillation, ça peut être dangereux dans un local pas approprié pour ça. Là, il y a quand même du feu et tout. Mais je pense que le plus gros risque resterait quand même le méthanol présent dans le distillat, possiblement. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question, donc, qui vient tout juste d'être posée par un ancien, Philippe Harris. Donc, comment avez-vous choisi les 4 Chalcon, l'équipe de Inès, Christelle et Mathilde? Donc, pourquoi pas d'autres Chalcon? Pourquoi c'est ceux-là que vous êtes arrêtés, là, votre choix s'est arrêté sur... Pourquoi c'est arrêté sur celle-là? Ben, dans le fond, quand on a fait nos recherches dans la littérature, on a beaucoup trouvé sur des chalcones beaucoup plus complexes, dont ce qu'on a choisi, les 2 dernières, la 2'344' et la 2'444'. Dans le fond, ce qui va faire la différence dans l'action de la tyrosinase, c'est sur les cycles aromatiques. Fait que où est-ce qu'on a les hexagones sur les chalcones, comme on peut voir sur mon background bien choisi pour ça. Alors, sur ces cycles aromatiques-là, on a les groupements OH, qui vont avoir, selon comment ils sont placés, c'est eux qui vont avoir une différence dans l'activité de la tyrosinase, sur son activité contre la tyrosinase. C'est pour ça qu'on a choisi, selon la littérature, la 2'344', elle allait inhiber mieux la tyrosinase que la 2'444'. Et pour les 2 autres chalcones, ce qui est arrivé, c'est que vu que notre projet de recherche, on a eu de la difficulté à choisir, on a eu un long processus, ça a été compliqué. Mais quand on est arrivé au lab la première fois, en fait, c'est notre superviseur, Danny Rondeau, qui nous a aidé à choisir les 2 premières chalcones. Fait que c'est plus lui qui nous a aidé à choisir pour ceux-là. Si je peux juste ajouter, eh bien, il faut juste comprendre qu'il y a vraiment différents types de chalcones. Il y en a des centaines de milliers de sortes de chalcones, dépendamment des composés de départ qu'on va utiliser. Il existe aussi des flavonols, d'autres constituants des chalcones. Donc, vraiment, c'est une recherche de base. On a fait de notre mieux pour essayer de diversifier au niveau de nos produits. Mais vraiment, on a voulu tester différents réactifs pour voir l'effet sur l'inhibition de la tyrosinase. Mais on pourrait clairement aller plus loin. Comme on l'avait dit dans la présentation, il y a de nombreuses propriétés, telles les propriétés anticancéreuses, antimicrobiennes, qu'on pourrait aussi expérimenter. Mais oui, on a vraiment été là-dessus pour aller voir l'inhibition de la tyrosinase, mais il ne faut pas oublier le fait qu'il existe tellement de types de chalcones qu'on pourrait encore évaluer. Merci beaucoup. Merci aux 2 équipes, aux premières équipes. Puis merci au superviseur Danny Rondeau. Là, je vois qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions dans le chat. Gardez vos questions. À la fin, vous allez avoir la chance de pouvoir aller poser directement vos questions aux étudiants. Là, on va vous donner la chance de faire ça là, à la fin de la soirée. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre avec le bloc numéro 2. C'est le bloc, les 2 équipes qui étaient sous la supervision de Félix Comtois, un professeur de biologie au collège. Donc, vidéo! Alors, salut, je m'appelle Félix Comtois, je suis un professeur de biologie et je supervise en ce moment 2 projets pour le DEC+. Un projet où on fabrique du gin. En fait, on essaye de fabriquer du gin à partir d'un alcool, d'une base d'alcool. Donc, on est en train d'essayer ça. Ça devrait fonctionner d'ici quelques jours. Je supervise aussi un autre projet. On regarde en fait l'effet des médicaments qui peuvent se retrouver dans l'environnement et qui ont un effet sur la croissance de certaines plantes qu'on utilise pour la consommation. Donc, on regarde l'effet notamment du Voltaren, Advil, etc. pour savoir si ça a un impact sur la taille et la couleur aussi des végétaux en tant que tel. C'est pas mal ça.
Donc, bonsoir. Nous allons présenter le projet sur lequel Florence Boivin, Alexa Garot et moi, Alessia Micarelli, avons travaillé tout au long de la session sous la supervision de Félix Comtois. Et nous avons nommé notre projet Confection de gin scientifique. Donc, le but de notre projet était de synthétiser de l'alcool à partir de différents types de levures et de grains pour obtenir comme produit final du gin. Nous avons travaillé avec la levure Saccharomyces cerevisiae et la levure turbo. Et nous avons émis l'hypothèse que la levure turbo produirait un taux plus élevé d'alcool parce que dans cette levure, il y avait des nutriments qui pouvaient améliorer la santé des levures et optimiser leur croissance et leur reproduction. Donc, tout d'abord, il a fallu planifier notre expérience. Donc, en premier lieu, notre but, c'était vraiment de comparer l'efficacité de différentes recettes à synthétiser de l'alcool, donc avec des grains ou non, dépendamment de la levure utilisée. Mais après plusieurs obstacles qui ont été rencontrés, on a dû rediriger notre but. Donc, c'était simplement maintenant de trouver une recette qui permettrait la synthèse d'alcool, et ce, peu importe les conditions. Par la suite, pour le déroulement, donc, c'était divisé en 3 grandes étapes. La première qui est en fait la préparation du mou. Donc, on a dû déterminer les recettes à expérimenter, choisir les proportions des différents grains. On a dû moudre les grains et mettre tout ça en solution pour finalement chauffer et faire en sorte qu'on ait un mou liquide. Donc, on a ensuite procédé à la fermentation alcoolique. On a transvidé le mou dans des contenants hermétiques. On a ajouté la levure et on a déterminé les temps de fermentation, les températures, etc. Puis, au cours de cette fermentation-là, on a procédé à l'ensemencement de gélose pour s'assurer que notre produit était bien, qu'il y avait l'innocuité du produit. Par la suite, en fait, on est passé à la distillation fractionnée, donc qui consiste à chauffer le mou fermenté pour séparer et concentrer l'alcool du mélange. Pour les recettes qui contenaient des grains, c'est important de filtrer avant de distiller. Puis, en fait, après avoir distillé, on a bien estimé que notre mou qui contenait à la base 15 à 18 % d'alcool, ça se transformerait dans notre distillat en 90 à 95 % d'alcool. Une fois qu'on a obtenu notre distillat, donc notre volume d'alcool concentré, on a fait la chromatographie en phase gazeuse, qui est un test physico-chimique qui nous a permis de déterminer la composition des distillats. Puis, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a comparé les courbes que nous, on avait obtenues avec des témoins, donc des solutions d'éthanol, de méthanol et un mélange 50-50 des deux, dans le but de s'assurer que nos distillats ne contenaient pas de méthanol, qui est un composé toxique. Puis, une fois qu'on s'est assuré, encore une fois, de l'innocuité de notre produit, on a pu procéder à l'aromatisation, donc l'infusion de pétales d'hibiscus et de baie de Genève. Donc, au cours de nos différentes distillations, on a récolté divers volumes de distillats. Donc, pour le premier et le deuxième mou, on a procédé à une seule distillation. Par contre, pour le troisième mou, on avait un plus grand volume de mou fermenté, donc autour de 12 litres. Donc, on a été en mesure de faire 4 distillations distinctes au cours desquelles on a récolté plusieurs volumes différents. Une fois qu'on a récolté nos distillats, on les a analysés en chromatographie en phase gazeuse. Donc, avec cette technique-là, on a pu déterminer par correspondance que nos distillats ne contenaient pas de méthanol, donc ils ne contenaient pas de composés toxiques, et on a pu poser l'hypothèse que le composé qu'ils contenaient était de l'éthanol. Par contre, on ne peut pas l'affirmer avec certitude parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans la méthode de chromatographie en phase gazeuse. Au courant de notre expérience, on a rencontré plusieurs difficultés techniques. Donc, premièrement, on cherchait un contenant pour faire fermenter le mou. Puis, c'était compliqué parce qu'on devait trouver un contenant assez grand pour contenir un grand volume de mou, mais pas trop grand pour éviter qu'il y ait un surplus d'air au-dessus du mou, ce qui aurait pu permettre à des micro-organismes nuisibles de croître dans le mou. Donc, on a finalement opté pour diviser le mou dans 5 Erlenmeyer de 1 litre. Par contre, ça posait un autre problème qui était la répartition inégale du mou dans les Erlenmeyer. Donc, il y en avait qui avaient plus de levure, moins de levure, plus de grains, moins de grains, et ça a entraîné des variations dans le taux d'alcool produit dans chaque Erlenmeyer. Ensuite, au niveau de la distillation, c'était vraiment difficile de maintenir une température constante pour le mou parce qu'on utilisait des brûleurs Bunsen et une calotte chauffante qui sont des outils de chauffage vraiment imprécis. Donc, c'est arrivé plus d'une fois qu'on a dépassé la température d'ébullition de l'éthanol et donc ça représente un danger puisque des composés toxiques dont la température d'ébullition est supérieure à l'éthanol pouvaient se retrouver dans notre distillat et compromettre la qualité de notre alcool.
Sinon, au niveau de la gestion du temps, la fermentation, c'est un processus qui demande vraiment beaucoup de rigueur et de précision au niveau de la gestion du temps et du respect des échéanciers. Sauf qu'on n'avait pas vraiment de contrôle sur nos périodes de laboratoire et des fois, on a été obligé de manquer plusieurs périodes de laboratoire de suite, notamment pour la semaine de relâche ou des semaines d'examen. Et ça a fait en sorte qu'on a laissé nos mous fermenter trop longtemps et ça a compromis leur qualité. Donc, en conclusion, on peut dire que nous avons atteint notre but parce que, comme on peut voir avec les chromatogrammes, nous avons réussi à produire de l'éthanol et nous pouvons aussi confirmer notre hypothèse parce que la levure turbo a effectivement produit plus d'alcool que la levure cerevisier. Donc, pour terminer, nous voulons remercier Félix, Mélanie et Philippe pour nous avoir accompagnés tout au long de cette merveilleuse aventure. Donc, merci et bonne suite à l'exposition. Bonjour. Dans le fond, notre projet porte sur la pharmacothérapie des cultures maraîchères. Donc, pour commencer, les végétaux sont partout dans nos écosystèmes. Ils ont la possibilité de ressentir les changements qui les entourent. Donc, ces derniers regroupent de nombreuses informations à partir de leurs racines qui permettent une grande transmission de données, telles que l'acidité, le transport d'ions, le sens de la gravité et bien plus. C'est pourquoi ils sont utilisés dans de nombreuses recherches scientifiques. Dans notre cas, l'étude de l'effet des médicaments sur les plantes est très pertinente, car les plantes que nous étudions font partie de notre alimentation et sont directement liées à notre santé. Effectivement, dans les villes comme Montréal, les réseaux d'égouts résidentiels vont aux usines d'épuration pour filtrer l'eau. Mais pour ce qui est des puiseurs qui servent à récolter l'eau pluie en bord de rue, dans ce cas-là, ça fait vraiment partie d'un autre réseau d'aqueduc, puis l'eau est directement rejetée dans les fleuves et les rivières. Donc, malheureusement, à cause de la pollution de l'air et de l'eau, ça fait en sorte qu'il est possible que l'eau rejetée soit contaminée par des drogues, des pesticides, des micro-organismes nuisibles. C'est pourquoi ces médicaments en concentration différente ont la possibilité d'entrer en contact avec des cultures, ainsi avoir un impact sur la quantité et la qualité des plants offerts dans l'alimentation des populations. Il est donc indispensable d'avoir des réglementations en ce qui concerne les grandes usines polluantes, les usines pharmaceutiques, etc. De cette manière, il est possible de limiter les risques de contamination et de la modification de notre écosystème. Nous nous sommes basés sur une étude qui étudiait l'impact de l'ajout d'ibuprofène sur les radis et les laitues. Cette étude reste pertinente puisqu'il y a une augmentation de consommation de drogues et de médicaments dans les sociétés actuelles. Leur grande accessibilité sur le marché fait juste amplifier la consommation pharmaceutique. Ainsi, puisque les produits que nous consommons se rendent dans l'environnement à la longue, il y a de plus en plus de produits chimiques qui ont le potentiel d'avoir un impact sur les plantes que nous consommons. En bref, notre étude vise à observer les effets physiologiques, donc la taille des tiges et la couleur des feuilles, de l'ajout d'anti-inflammatoires sur 3 plantes comestibles. Notre étude inclut 2 expériences quasi identiques. Donc, tout d'abord, les 3 plantes comestibles que nous avons choisies sont le radis daikon, l'épinard et la laitue. Nos observations ont été faites sur une période de 3 semaines durant lesquelles les plantes ont été conservées dans une serre et elles ont été administrées une dose précise 1 fois par semaine. Puis, les médicaments anti-inflammatoires que nous avons utilisés sont l'Advil, l'aspirine, le Voltaren régulier et le Voltaren extra fort. Nous avons étudié les effets de ces pharmaceutiques dilués dans l'eau du robinet en faible et en forte concentration à l'aide de témoins négatifs, le tout dans le but de recréer des conditions semblables à celles retrouvées dans l'environnement. Nous avons aussi fait varier la température d'une expérience à l'autre dans une serre contrôlée afin d'observer des changements semblables à ceux dans la nature vers le printemps. Exactement, donc vous pouvez voir ici nos installations.
Nous avons été en mesure de déterminer que l'ajout de certains anti-inflammatoires sur certaines plantes ont eu des effets bénéfiques tant sur la couleur des feuilles que sur la taille des tiges. Ainsi, pour les épinards, l'ajout de Voltaren a permis une croissance légèrement supérieure à celle des témoins négatifs. Ensuite, pour les laitues, l'ajout de l'anti-inflammatoire Advil a été le plus bénéfique. Quant au radis daikon, c'est l'ajout d'Advil et de Voltaren qui a été le plus bénéfique à la croissance. Toutefois, il faudrait refaire l'expérience avec plus d'échantillons et d'essais afin de trouver des résultats plus précis et concluants. De plus, la troisième partie de l'étude est la germination par pétri. Nous avons testé l'effet de la solution d'Advil sur la germination de graines de radis daikon afin de déterminer si la présence de cet anti-inflammatoire avait un impact direct sur les graines. Nous avons fait des trous dans des géloses TSA et des géloses Saburo avec une paille stérile dans lesquelles nous avons déposé des graines de radis daikon. Après avoir préparé des témoins négatifs, nous avons prélevé 1 millilitre de notre solution Akers d'Advil et nous l'avons réparti également dans des géloses qui ont été placées dans un incubateur. Nous n'avons pas été en mesure de déterminer si la présence ou l'absence d'Advil avait réellement un impact sur la germination des graines de radis daikon dans une gélose Saburo, puisque les témoins négatifs ainsi que les géloses ayant de l'Advil n'ont pas germé. Toutefois, nous pouvons constater que les géloses TSA permettent une meilleure germination. En conclusion, nous pouvons apporter notre étude à une plus grande échelle. Ainsi, l'ajout d'anti-inflammatoires a eu des répercussions négatives et bénéfiques sur les plantes comestibles. Donc, l'effet de ces médicaments peut se traduire à l'environnement. Il devient donc indispensable d'avoir des réglementations sur les compagnies pharmaceutiques afin de prévenir la possibilité d'une réduction de plantes comestibles dans l'environnement. Nous tenons aussi à remercier notre superviseur Félix et Mélanie, la technicienne de laboratoire, pour leurs aides dans notre projet. De retour à... Ouais. Vas-y. Oui, c'est mon tour. Hey! Alors, félicitations à nos deux équipes pour leur belle présentation. C'est à moi que revient l'honneur de vous poser les questions. On voit Phil. Eh oui, oh yeah! c'est moi. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de poser les questions à ces deux super équipes-là. Donc, pour l'équipe d'Alessia, Florence et Alexa, donc, on voulait savoir, vous avez décrit plusieurs embûches que vous avez surmontées, au travers desquelles vous êtes passés. Qu'est-ce qui a été le plus difficile comme défi à l'intérieur de votre projet? Une courageuse? Oui. Je vais aller, en fait, je pense que qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile parmi tout ça, ça a vraiment été le temps, le fait qu'on était restreint dans le temps parce que, par exemple, là, avec nos recettes, il y avait vraiment des temps de fermentation qui étaient demandés, pas trop, il ne fallait pas trop attendre, mais il fallait laisser le temps là, au sucre et aux levures d'agir. Puis ça fait que, par exemple, dans le cas des semaines d'intra et de la semaine de relâche, mais il y avait une longue période, là, il fallait qu'on prévoie ça. OK, puis c'était vraiment comme un casse-tête là, à se dire qu'est-ce qu'on compromet un peu, si on veut, qu'est-ce qu'on fait en sorte, qu'est-ce qui est moins important. Est-ce que c'est est-ce qu'on préfère faire la fermentation pas assez longtemps, trop longtemps? Donc ça, je dirais que c'était vraiment l'obstacle majeur là, qu'on a dû surmonter. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti parce qu'on a réussi, là, je l'ai ici, là, à faire un gin. Là, il a l'air super foncé avec ma luminosité. Mais voilà, on a réussi à obtenir un produit sans méthanol. Donc ça s'est bien passé. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup les filles pour votre persévérance puis pour votre belle présentation. Pour l'autre équipe, donc Ariane, Daphné, Gabriella, on a une belle question qui nous demande pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement ces légumes-là pour votre expérimentation? Bien, en fait, on s'était basé sur une étude qui avait déjà été faite par des chercheurs à l'université qui était seulement sur les laitues et sur les radis. Puis, en fait, on s'est ramassé à avoir plusieurs graines au début de nos séances de laboratoire et on a décidé d'y aller avec une autre espèce juste pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner, puis d'augmenter un petit peu les horizons que notre projet aurait pu avoir en utilisant aussi des épinards. C'est surtout pour ça. Bien, merci beaucoup. C'est très instructif. Donc, c'est encore à moi que revient l'honneur là, avant le prochain segment. On est déjà rendu à la moitié. Vous rendez-vous compte? Déjà, on est rendu à la moitié de nos présentations, de nos projets
de finissants. Et puis, Philippe et moi, on veut profiter de ce moment-là, justement, pour faire un petit hommage. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que c'était l'affaire de 3 cohortes, notre expo-science de ce soir. Et puis, on a la cohorte 26 qui, en ce moment, est à l'université. L'année dernière, tout le processus que Philippe a décrit pour la cohorte 27, c'est-à-dire la préparation, le choix d'un projet, même la cohorte 26 a eu l'occasion, puisque la pandémie n'était pas entamée, d'aller faire des projets à l'extérieur, comme c'est souvent le cas en DEC+, donc d'aller dans des universités, dans des super beaux laboratoires, donc entamer leurs recherches, rencontrer des scientifiques, aller dans des laboratoires, tout ça, ils ont eu l'occasion de faire ça avec cœur, ils ont travaillé vraiment fort, ils ont rencontré des embûches, ils ont trouvé des solutions et ils ont fait leurs heures de labo. Et puis, au mois de mars, comme vous le savez tous, est arrivée la pandémie et ils n'ont pas pu faire leur expo-science. Et donc, cette cohorte-là a quand même, heureusement, pu compléter ses heures de laboratoire et ils ont tous pu rédiger un super rapport final de lab que la cohorte 27 aussi là, a rédigé. Et puis, ça a été ça, leur projet final. Ça a été la présentation de leur rapport qui a été très bien fait, présenté et corrigé. Et donc, pas d'expo-science pour eux. C'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais justement, s'il te plaît, François, que tu nous montres ces vaillants étudiants. Donc voilà, la cohorte 26, vous reconnaissez peut-être vos binettes, moi je ne vous vois pas, mais peut-être que vous êtes en ligne et que vous voyez. Donc Simon, Victoria, Alice, Juliette, Joanie, Maxime, Andrea, Jérémy et Alexandre, Philippe et moi, on vous salue, puis on veut que vous sachiez qu'on pense à vous, puis qu'on est super fiers de tout ce que vous avez accompli. Et puis, dans le fond, c'est aussi un petit peu votre moment ce soir, puis vous allez voir tout à l'heure, on va reparler de vous autres, pour justement mettre en valeur ce que vous avez fait. Alors, je voudrais aussi prendre, là j'ai beaucoup de choses dans les mains, mais je voudrais aussi prendre le moment pour montrer quelque chose qui est arrivé aujourd'hui comme une super belle surprise. C'est Simon et Alice qui sont venus me porter ça. Donc, un hoodie, un super beau coton ouaté qui porte fièrement donc, le logo du DEC+. Donc, pour les cohortes 27, là je m'enligne pas bien. Donc, pour les cohortes 27 et 28, vous ne reconnaissez pas ce logo-là, mais pour toutes les autres cohortes qui nous regardent, vous le reconnaissez. C'est l'ancien logo du DEC+, et c'était aussi celui de la cohorte 26. Il y a mon nom sur le côté parce que c'était moi leur cohordo, fait que je suis super fière, puis je vais le porter fièrement, mon beau coton ouaté, qui m'a été apporté ce matin au collège. Merci beaucoup. Oh, tu es sortie. Nice. Je suis sortie, je suis revenue. Donc, oui, je l'ai juste déposé. Donc, j'ai déposé le coton ouaté et là, je m'enligne pour, et voilà, télévisuel, enligné vers le centre, comme prévu. Donc, c'était le petit intermède important pour rendre hommage à notre belle cohorte 26. Maintenant, on va continuer. Donc, avant d'aller vers le superviseur et vers notre bloc 3, un autre petit hommage, en fait, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de monde pour superviser tous ces beaux projets-là. Et on a 2 merveilleuses techniciennes qui travaillent sans relâche puis qui se donnent pour nos étudiants. Donc, j'ai nommé Mylène Desjardins et Mélanie Brault. Donc, vous allez les voir. Sans elles, il n'y a absolument rien de tout ça qui serait possible. Elles s'occupent des commandes, elles s'occupent d'encadrer les étudiants, de supporter les superviseurs. Et je vous présente ces 2 techniciennes-là et aussi, en même temps, le bloc 3 qui a été supervisé par Maude Lechasseur, qui est professeure de chimie et qui va vous présenter ces 2 équipes. Bonjour, mon nom est Mylène Desjardins, je suis technicienne au laboratoire de chimie. Donc, c'est moi qui est disponible pour aider les professeurs et les étudiants quand ils ont besoin de matériel, donc et les aider avec les techniques, les appareils. Donc, je donne mon appui et mon support à cette belle gang. Bonjour, mon nom est Mélanie Brault, je suis technicienne en biologie, puis j'ai participé au support technique de toutes nos équipes DEC+ pour la session hiver 2021.
Bonjour, mon nom est Maud Le Chasseur, je suis professeure de chimie au collège et puis je supervise cette session-ci 2 équipes. Une qui travaillait sur le GHB dans les boissons alcoolisées, donc on a simulé le GHB, on n'a pas pris du vrai mais c'était similaire. Et une autre équipe qui a travaillé sur les édulcorants, donc tout ce qui imite le sucre dans les aliments. Bonjour, donc pour notre projet de recherche, on s'est basé sur un phénomène qui est malheureusement de plus en plus courant. C'est en fait qu'est-ce qui se passe dans certains bars et lieux publics. C'est certaines personnes qui vont se faire intoxiquer au GHB, en fait, qui est une drogue. Puis ça, dans le fond, ça se fait à l'insu des personnes qui reçoivent du GHB dans leur verre. Puis c'est entre autres pour ça qu'on appelle aussi le GHB une des drogues du viol. Donc, nous, notre idée par rapport à ça, c'était de créer comme un détecteur qui allait pouvoir détecter le GHB dans les boissons alcoolisées pour que quelqu'un puisse avoir ce détecteur-là avec eux, puis en fait, empêcher que ce phénomène-là se produise. Bon, comme nous ne pouvons pas travailler avec des drogues en laboratoire ni en créer pour des raisons légales, nous devions donc trouver une autre substance possédant une structure moléculaire semblable à cette substance. Et ben, ça va être l'acide lactique. Comme vous pouvez le voir sur les images, l'acide lactique et le GHB possèdent en fait des groupements similaires, puis ces groupements-là vont conférer à la molécule des propriétés spécifiques. Donc, pour le GHB, nous avons le groupement OH, et pour l'acide lactique aussi, puis ça correspond au groupement alcool. Nous avons aussi l'acide carboxylique, qui correspond en fait à la double liaison O liée avec un autre OH. Et pour le GHB, nous avons 4 carbones sur la chaîne principale et les carbones correspondent au pic sur la molécule. Et pour l'acide lactique, il y en a 3. Puis dans le fond, vu que ce sont des molécules assez similaires, nous pensons que les résultats devraient se ressembler. Donc, au début de notre expérimentation, on s'est basé sur des recherches qui étaient déjà existantes. Par contre, les réactions dans ces articles-là étaient basées vraiment sur la cyclisation du GHB en GBL. Puis, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est vraiment la cyclisation qui permet de créer un complexe mauve. Donc, c'est ça qui va donner une couleur mauve à la solution finale. Puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter le GHB. Par contre, ça ne marchait pas dans notre cas parce que l'acide lactique ne pouvait pas se cycliser. Donc, on a dû se tourner vers une autre option. Bon, par chance, nous avons quand même réussi à trouver un brevet universitaire qui expliquait un peu la façon dont ils ont procédé pour réussir à confectionner un détecteur de GHB sur papier. Dans le fond, ça change de couleur lorsqu'il est plongé dans une boisson contenant la drogue. Il va y avoir en fait des sels de métaux qui vont être séchés sur du papier. Malheureusement, l'article ne contenait pas vraiment des détails concernant les quantités de sel à utiliser. Donc, nous sommes allés un peu au hasard et nous avons réussi à trouver quelques-uns des sels dans notre laboratoire. Et après, nous les avons fait sécher sur du papier filtre, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais malheureusement, les résultats n'étaient pas assez concluants parce qu'on a vu que ça ne réagissait pas tout le temps, puis ça changeait surtout avec l'acide acétique, alors que nous, on voulait que ça change avec l'acide lactique. Donc, on a dû changer de tactique, en fait. Donc, pour utiliser une autre technique, on a décidé d'utiliser des plaques en verre, dans le fond, pour faire nos mélanges de sels de métaux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au début? C'est qu'on a pris chaque sel qu'on avait, donc on en avait 6 différents, puis on a fait tous les mélanges qui étaient possibles ensemble avec les sels pour voir ceux qui allaient réagir avec l'acide lactique. Donc, on a choisi les sels, en fait, les mélanges de sels qui réagissaient le mieux avec l'acide lactique. Comme vous pouvez voir sur l'image ici, on voit vraiment la différence entre avant l'ajout de l'acide lactique puis après, excepté pour le OK.
Oh, on a un petit problème technique. Est-ce que... OK, ouais. Ouais, J'étais pas vas-y. sûre si c'était moi qui buguais ou c'était Julia. Mais dans le fond, comme vous pouvez voir, ça a quand même bien changé quand on ajoutait l'acide lactique pur. Puis dans le fond, ce qu'on voulait, nous, on ne voulait pas que, évidemment, notre détecteur réagisse à l'éthanol parce que les boissons qui sont contaminées, c'est des boissons alcooliques, donc il y a de l'éthanol dedans. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de réactions avec l'éthanol. Notre détecteur ne réagit pas avec l'éthanol, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Puis, même chose avec l'acide acétique. Donc, nous, dans le fond, on voulait que ça réagisse avec l'acide lactique et non l'acide acétique, parce que l'acide acétique contient juste un groupement acide carboxylique et pas de groupement alcool, mais nous, on veut que ça réagisse avec l'acide lactique qui contient les deux groupements. Puis, à la fin, dans le fond, ça nous a permis de déterminer la solution exacte qui va pouvoir nous donner le meilleur détecteur, dans le fond. Puis, on est arrivé au sel ABDF, comme vous pouvez voir. Donc, après avoir trouvé les bons sels qui pouvaient nous donner le meilleur détecteur, on a fait des tests sur des boissons alcoolisées. Puis, dans le fond, on a créé des solutions de boissons alcoolisées contaminées, en guillemets, par du faux GHB. Puis, dans le fond, nous, notre faux GHB, c'est l'acide lactique. Puis, on a fait des solutions qui avaient des concentrations réelles. Donc, on a une solution avec une plus grande concentration de 3 grammes par 250 millilitres. Puis, on a une autre concentration moins grande qui est de 1 gramme par 250 millilitres. Puis, on peut voir au milieu que la bière contaminée réagit avec notre détecteur en changeant la couleur brunante en couleur beaucoup plus verte. Ensuite, on a fait des tests sur le Baileys. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'on a remarqué que quand on rajoutait l'acide lactique au Baileys, ça faisait des genres de cailloux. Donc, ce n'était pas très concluant comme résultat. Par contre, au niveau du cognac, comme on voit au milieu encore, on voit une bonne différence entre le cognac contaminé et le cognac non contaminé. Encore là, il y a une couleur beaucoup plus verdâtre pour le cognac contaminé. Pour le vin rouge, on peut voir que la différence est moindre. Donc, on s'est arrêté à une concentration de 3 grammes par 250 millilitres. Ensuite, pour le vin blanc, encore là, c'est comme la bière et le cognac. Donc, il y a une couleur beaucoup plus verdâtre pour le vin blanc contaminé. Puis, même chose pour la vodka, comme on voit à l'écran. Donc, en terminant, on s'est posé la question, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait eu plus de temps à mettre sur notre projet de recherche. Donc, premièrement, on aurait essayé de préciser les limites de notre détecteur en trouvant vraiment les bons intervalles de détection. Ensuite, évidemment, on aurait aimé ça tester avec du vrai GHB, même si ce n'était pas possible dans le contexte. Puis, finalement, on aurait aimé ça développer vraiment un produit qu'on pourrait commercialiser, puis qui serait facile d'accès, puis facile à utiliser dans des emplacements comme, par exemple, un bar. Désolée tout le monde, ça a un peu bugué, mais là maintenant ça fonctionne. Et à la fin, on voulait juste remercier aussi vraiment Maude pour toute l'aide qu'elle nous a apportée pendant notre projet de recherche, surtout quand des fois on était incertaine par rapport à certains trucs. Elle nous a vraiment aidés, puis aussi pour toute l'aide que Mylène nous a apportée en laboratoire. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Pour notre projet avec mes coéquipiers, donc Juliette et Charles, nous avons étudié les édulcorants, de leur synthèse à leur utilisation. Donc, pour commencer, nous avons essayé de synthétiser notre dulcine. Par la suite, nous avons évalué le comportement de différents édulcorants
dans la cuisine. Et pour finir, nous avons tenté d'extraire l'aspartame de certains produits commerciaux. Alors, tout d'abord, pour notre synthèse de dulcine, on s'est basé, en fait, on a commencé avec de la phénacétine, qui est un analgésique, et ensuite, on a ajouté à la phénacétine d'autres réactifs, tels que de l'acide acétique. Alors, un point super important pour bien réussir la synthèse de la dulcine, c'est que le pH de notre solution de réactif ne doit pas être très acide. Alors, puisque notre solution de départ était très acide, on a décidé de l'alcaliniser en y ajoutant du NaHCO3. Sauf que notre solution contenait beaucoup d'acide acétique. Donc, en d'autres mots, on a mélangé du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Et ça, eh bien, ça revient en quelque sorte à faire un volcan. Alors oui, malheureusement, on a eu une petite éruption volcanique et ça a fait en sorte qu'on a perdu une grande partie des réactifs qu'on avait dans notre solution de départ. Ceci étant dit, on a décidé de continuer avec la solution qui nous restait et on est passé à l'étape du reflux qui consiste dans le fond à chauffer la solution pour bien compléter la synthèse de la dulcine. Malheureusement, suite aux tests qu'on a menés sur le produit obtenu, on a pu en arriver à la conclusion qu'on n'avait pas réussi à synthétiser de la dulcine du premier coup. Et en fait, on est seulement resté avec notre phénacétine. C'est la seule chose qui a été sauvée de l'explosion. Par contre, on a décidé de faire une deuxième tentative de synthèse de la dulcine, au cours de laquelle on a bien mieux géré notre pH, tout s'est bien passé. Et une autre variable super importante aussi, c'est le temps de reflux qu'on a décidé de prolonger par rapport à notre première synthèse. Alors, suite à l'analyse de notre deuxième produit, on l'a analysé notamment avec de la chromatographie sur couche mince, des tests de point de fusion et de la spectroscopie infrarouge. Et on a été capable de confirmer qu'une nouvelle substance avait été synthétisée. On n'a pas pu confirmer que c'était de la dulcine, mais on a synthétisé quelque chose. Pour la deuxième partie de notre expérience, notre but était de déterminer quel édulcorant était le mieux pour remplacer le sucre dans la cuisine. Donc, pour le choix des édulcorants, on s'est arrêté sur 3 différents types. Donc, les sucres alcool, donc nous avons choisi l'érythritol, un édulcorant artificiel, donc le sucralose, ou aussi connu sous le nom de Splenda, et finalement, un édulcorant naturel, le stevia. Donc, nous avons gardé la même recette pour chacun des sucrants. Donc, nous avons pris évidemment une recette de Ricardo, qui d'autre, et nous avons seulement fait varier justement le sucrant entre chacune des recettes. Donc, dès la préparation du mélange, on a pu observer une différence au niveau de la texture. Donc, le sucralose et le stevia donnaient vraiment une texture beaucoup plus granuleuse au mélange, comparativement à l'érythritol et au sucre. Après la cuisson, nous avons conduit un test de goût, d'apparence ainsi que de texture avec les membres de notre famille pour effectuer le classement des meilleurs édulcorants. Et nous sommes arrivés à la conclusion finale que le sucre, en fait, est bel et bien le meilleur choix. Peu importe l'édulcorant qu'on a choisi, le sucre reste en première position. Si toutefois on tient vraiment à remplacer le sucre et réduire notre rapport calorique, l'érythritol s'est classé en deuxième position puisque c'est celui qui imitait le mieux le comportement du sucre. Le sucralose, quant à lui, donnait un goût assez chimique et le stevia donnait une texture assez farineuse en bouche et leur apparence était assez décevante, donc on ne les conseille vraiment pas pour la cuisine. Dans la troisième partie de notre projet, on a voulu travailler avec des produits dits sans sucre, très répandus au niveau commercial. Alors pour ce faire, on a choisi de travailler avec 2 variantes de la boisson gazeuse Pepsi, donc le Pepsi Zéro et le Pepsi Diète. Et on a aussi travaillé avec une gomme Excel, donc la gomme Excel à saveur de menthe balloon. Notre motivation derrière ce choix était que les 3 produits sucrés avec des édulcorants, on voit chez chacun des 3 un goût un petit peu différent. Donc, on voulait savoir si ce goût-là pouvait être relié d'une manière ou d'une autre à la quantité d'édulcorants qu'on retrouvait dans les produits. Donc, pour ce faire, on avait besoin d'isoler les édulcorants en question. Dans les 2 boissons gazeuses, on a procédé par distillation, ce qui revient à séparer la phase aqueuse de la boisson des produits qu'on voulait analyser et quantifier. Puis pour la gomme Excel, malheureusement, on n'est pas parvenu
à isoler l'aspartame qu'on voulait quantifier, ce qui nous a empêché de faire la comparaison qu'on espérait. Pour conclure, il faut considérer que même si la science, des fois, ça peut faire des miracles, quand il est question de sucre, la magie, ça n'existait pas et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à celui-ci en cuisine. D'autant plus que les édulcorants qui sont actuellement sur le marché, malgré qu'ils sont approuvés par des organismes comme la Food and Drug Association, il y a encore beaucoup de mystères par rapport à eux. On tient à remercier chaleureusement Maude, notre superviseur, pour tout le support qu'elle nous a apporté durant ce projet. Sans elle, ça aurait été absolument impossible de faire ce qu'on a fait. Et également Philippe pour avoir organisé l'exposition et le Collège André Grasset pour nous avoir accueillis dans le DEC+, et permis de réaliser le projet. Merci. Merci. OK, ça vient à moi. Parfait. Bien, merci aux deux équipes. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Le volcan, on va s'en rappeler, Charles et compagnie. Donc, les questions, on a des questions du public. Donc, à la première, pour Oumaima, Aurélie et Julia, donc une question. Au sujet de votre détecteur à GHB, est-ce que le détecteur peut être berné par des alcools, comme certaines bières qui contiennent déjà de l'acide lactique? Donc, selon vous, est-ce que votre détecteur pourrait être berné par ça? Oui, je pense que c'est une possibilité. Parce qu'en fait, on a été limité dans le temps, donc on n'a pas eu le temps d'essayer avec plein de types d'alcool. On a seulement essayé avec les types d'alcool qu'on vous a présentés, mais on a aussi essayé avec certains jus. Puis, il y avait en fait une faille au niveau du détecteur parce que ça réagissait avec l'acide citrique qui se trouvait dans certains jus qu'on a essayé, comme du jus d'orange, puis on a aussi essayé avec du tonic aussi. Donc, j'imagine que ça serait une possibilité aussi que ça réagisse avec certaines bières qui contiennent de l'acide lactique. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait pour le moment. Merci beaucoup, Julia. Maintenant, pour l'équipe sur les édulcorants, donc, pourquoi ne pas avoir étudié le xylitol? Donc, c'est une question, encore une fois, du public. Oui, ben en fait, le xylitol, on l'a attentivement regardé au début. Et en fait, au même titre que l'érythritol qu'on a utilisé, le xylitol, c'est un sucre-alcool. Donc, c'est le même type de sucre que l'érythritol. Et nous, on voulait vraiment utiliser un édulcorant de chaque nature, c'est-à-dire qu'on a utilisé le sucralose qui est complètement artificiel, le stevia qui est naturel et qui vient d'une plante, et finalement l'érythritol qui est un polyol ou un sucre-alcool qu'on peut retrouver dans certains fruits, mais on a aussi attentivement considéré le xylitol qui vient du bouleau. Merci beaucoup. Merci pour vos questions encore. Donc, une deuxième question du duo Louis et Philippe Harris, deux anciens DEC+, de deux cohortes. Donc, merci à vous. Merci pour vos belles réponses. Maintenant, on va passer déjà au dernier des blocs. Donc, c'est le bloc qui était sous la supervision de Geneviève Beaulé. Donc, les deux dernières équipes. À toi, Geneviève. Alors bonjour, mon nom c'est Geneviève Beaulé, je suis professeure de biologie et cette session, je supervise deux projets DEC+. Donc les deux projets sont en microbiologie. Le premier concerne vraiment le microbiote qu'on retrouve à la surface de la peau. Donc ils ont voulu venir caractériser puis identifier, faire de la systématique à partir d'échantillons qui ont prélevés sur la peau de différents étudiants. Et le deuxième projet, on va tester l'efficacité antibactérienne de certains médicaments comme l'aspirine, la vitamine C, l'ibuprofène. Donc, c'était le but de ce deuxième projet.
Saviez-vous que des centaines de milliards de bactéries habitent notre corps? Ces colocataires inhabituels sont pour la plupart inoffensives et même que certaines d'entre elles sont bénéfiques pour notre fonctionnement. Dans le projet de recherche qui est supervisé par Geneviève Beaulieu, nous avons comparé les bactéries prélevées de la peau de 4 individus dans le but de découvrir si on retrouve les mêmes bactéries d'un individu à l'autre, ou plutôt si chacun possède une composition bactérienne différente. Donc, pour nos prélèvements, nous avons choisi ceux qui étaient situés sur 4 parties du corps, sur 4 cobayes. Donc, moi et mes coéquipiers, Alexis et Joe, ainsi que notre amie Florence, qui nous a gracieusement prêté ces bactéries. Ensuite, nous les avons ensemencés sur des géloses TSA, donc c'est des milieux nutritifs qui permettent le développement des bactéries. Et ensuite, on a pu les isoler et les amplifier sur un autre milieu nutritif, mais celui-ci sous forme liquide, et on a pu ainsi avoir des colonies pures de bactéries. Nous avons utilisé le concept de clé dichotomique pour identifier les bactéries. Le principe était d'effectuer une série de tests afin de déceler les différentes caractéristiques de la bactérie étudiée pour ainsi éliminer de plus en plus d'espèces pour enfin se rendre à une espèce spécifique dont il s'agit. Par exemple, si le gramme de la bactérie était positif, d'après nos tests, on éliminait toutes les bactéries qui étaient de gramme négatif. Donc, la coloration de grammes, c'est un moyen efficace, comme Joe l'a dit, pour faire la différence entre les bactéries grammes positives et négatives. Donc, cette différence réside en fait dans la taille de l'épaisseur de la couche qui est spécifique au monde des bactéries. Donc, vraiment, on commence par colorer les bactéries au cristal violet et on va mettre de l'iodine qui va bien fixer la couleur. Ensuite, on procède à un lavage à l'alcool. Et pour finir, de la safranine rose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la couche est très épaisse autour de la bactérie, elle va pouvoir bien résister à l'alcool et la bactérie va ainsi rester mauve. Donc, ça, c'est un résultat positif et qui est gramme plus. À l'inverse, lorsque la couche est assez mince, elle résiste moins bien à l'alcool. Donc, ça fait que la bactérie va plutôt devenir rose et on appelle ça une bactérie gramme moins. En utilisant une gélose McConkey en tant que milieu de culture pour nos bactéries, nous avons pu vérifier nos résultats assez incertains de notre coloration de grammes. Ce type de gélose ne laisse que se développer les bactéries qui sont de grammes négatifs. Donc, en isolant chaque bactérie et en la faisant pousser dans l'une de ces géloses, nous avons pu remarquer quelles bactéries se sont développées dans l'incubateur et en déduire leurs grammes. Ensuite, le prochain test nous permettait de déterminer si la bactérie étudiée possédait l'enzyme catalase ou non. Celle-ci permet aux micro-organismes de décomposer le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène. Par ce test, on peut déterminer si les bactéries sphériques, qu'on appelle cocci, sont en amas, donc qui sont staphylocoques, ou qui sont en chaîne, qu'on appelle streptocoques. En appliquant une goutte de peroxyde sur les bactéries, une effervescence indique la présence de cette enzyme, comme on peut voir dans la vidéo suivante. Donc, on peut vous dire qu'on était plutôt excités de voir une petite effervescence de ce type. Okay. Donc, le test oxydase, il nous a servi dans ce cas-ci à identifier les bactéries qui avaient une enzyme spéciale qui s'appelle le cytochrome oxydase. Donc, c'est une enzyme qui participe au métabolisme de la bactérie. Donc, lorsqu'on dépose une petite quantité de la colonie de bactéries sur un test oxydase, un résultat positif va être bleu. Donc, ça nous indique que cette bactérie possède cette enzyme spéciale. À l'inverse, si le test reste blanc, ça veut dire que la bactérie ne possède pas cette enzyme et c'est donc un résultat négatif. Le test OF-glucose sert à déterminer si une bactérie est aérobique ou anaérobique. Il a fallu inoculer les bactéries dans des milieux fermentatifs 2 fois. Une fois en milieu aérobie et une fois en milieu anaérobie, donc avec de l'oxygène et sans oxygène, en ajoutant une couche d'huile minérale par le dessus. Les changements de couleur dans les 2 milieux signifient que
que la bactérie est oxydative et fermentative. Elle aura donc transformé le sucre présent dans les milieux en acide, ce qui provoque le changement de couleur. Si le milieu aérobie seulement est celui qui subit un changement de couleur, la bactérie est donc seulement oxydative. Et les bactéries qui ne métabolisent pas le glucose ne provoquent aucun changement dans les deux milieux. Pour finir, le test de motilité nous a servi à déterminer la mobilité des bactéries. Donc, nous avons ensemencé nos bactéries dans des géloses qui étaient semi-liquides dans une ligne verticale. Puis ensuite, on les a incubées dans un incubateur à 37 degrés. Et donc, si les bactéries se développaient, elles vont diffuser dans le tube et mener à un résultat positif de mobilité. Si elles ne se développaient pas, ou plutôt elles vont peut-être juste se développer autour du lieu d'ensemencement vertical, comme vous pouvez voir sur les photos, ça signifie tout simplement que la bactérie ne peut pas se déplacer et que c'est un résultat négatif. Et finalement, nous avons testé la résistance des bactéries face à la vancomycine, un antibiotique utilisé contre certaines infections bactériennes. En plaçant une capsule de vancomycine dans une gélose ensemencée de bactéries et en incubant le tout, on peut observer la zone d'inhibition de la vancomycine sur les bactéries, c'est-à-dire la zone où aucune bactérie ne pousse. En mesurant le diamètre de cette zone, on peut déterminer si la bactérie est sensible ou résistante face à cet antibiotique. Grâce à nos tests, nous avons pu établir une liste de possibilités pour chacun de nos échantillons que nous avions décidé d'analyser. Par exemple, pour une bactérie que nous avons prélevée de moi, plus précisément du dessous de mon cou, et qu'on a isolée ensuite, puis nous avons effectué les tests, on a trouvé 5 espèces possibles de bactéries qui seraient possibles d'avoir. Évidemment, avec plus de budget, de ressources et de temps, on aurait pu pousser nos tests un peu plus loin afin de vraiment trouver de quelle espèce il s'agissait spécifiquement. Et ça aurait été un truc très intéressant à voir. Pour finir, on aimerait vraiment remercier Geneviève Beaulier qui nous a beaucoup aidés dans ce projet et Mélanie, la technicienne qui était là tout le long quand on avait des questions. Et aussi Frédéric qui nous a fourni beaucoup de tests qui nous a permis d'aller un peu plus loin dans notre recherche. OK. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, on va vous présenter notre projet de recherche qui s'intitule « Vers un déséquilibre intestinal ». Alors, comment est-ce qu'on a trouvé ce projet de recherche? Avant même d'entamer le projet, on savait déjà qu'on voulait s'attaquer au microbiote intestinal, puisqu'il est si fascinant. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent le système digestif. En lisant plus sur le sujet, on a pu constater que certains médicaments en vente libre pouvaient causer un déséquilibre dans notre microbiote, ce qui va être à l'origine de troubles de santé mentale et physique. Puisqu'il nous était impossible de travailler directement sur les bactéries du microbiote, on a dû en choisir 2. Et tout ça, ça nous a mené à notre sujet de recherche qui était d'étudier l'effet de différents produits et médicaments disponibles en vente libre sur la croissance bactérienne d'E. coli et S. epidermidis. Alors, comme Simon l'a mentionné, justement, on a travaillé avec 2 bactéries, Escherichia coli, qui est une bactérie Gram-, et Staphylococcus epidermidis, qui est une bactérie Gram+. Alors, qu'est-ce que Gram- et Gram+ veut dire? C'est vraiment une différence dans la structure de leur membrane. Alors, une bactérie Gram- va avoir une mince couche de peptidoglycane qui va être contenue entre la membrane plasmique et la membrane externe de la bactérie, tandis qu'une bactérie Gram+ va avoir une plus épaisse couche de peptidoglycane qui peut lui conférer une meilleure protection.
Donc, les substances qu'on a étudiées sont la vitamine C, l'aspirine, l'ibuprofène et le miel. Afin de déterminer l'ampleur de l'effet des substances sur les bactéries, on a choisi de faire des tests avec plusieurs concentrations de chaque médicament. Chaque des concentrations est déterminée à partir de la solubilité maximale du médicament, donc la quantité maximale du médicament qu'on peut dissoudre dans l'eau. Pour la vitamine C, on a étudié l'effet d'une concentration correspondant à la moitié, au quart, au huitième et au 16e de la solubilité maximale, tandis que pour les autres substances, on a testé des solutions correspondant à la solubilité maximale, à la moitié, au quart et au huitième de celle-ci. Et donc, la première méthode qu'on a utilisée pour obtenir nos résultats était la méthode des antibiogrammes. Comment est-ce que fonctionne cette méthode-là? D'abord, premièrement, on ensemençait une gélose TSA, qui est un milieu nutritif pour les bactéries, avec les bactéries qu'on utilisait. Ensuite, on a imbibé des disques avec différentes concentrations de la substance qu'on voulait tester et on les appliquait directement sur la gélose TSA. Après quelques jours d'incubation dans un milieu plutôt chaud, on pouvait voir apparaître des cercles d'inhibition, comme on voit ici sur la photo. Et plus le cercle d'inhibition est gros, plus la croissance bactérienne est inhibée. Par la suite, la deuxième méthode d'analyse utilisée, c'était la spectroscopie. Alors, ici, comment on va pouvoir récolter nos résultats, c'est qu'on va commencer par mettre dans un milieu TSB, qui est un milieu nutritif pour les bactéries, des bactéries. Par la suite, on va mettre on va mettre exactement la même quantité de bactéries et de TSB dans 4 autres éprouvettes. Et chaque éprouvette, justement, on va pouvoir mettre une différente concentration d'une substance. Et par la suite, on va l'analyser par spectroscopie. La spectroscopie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir analyser la quantité de lumière qu'une solution absorbe, si on veut dire. Alors, dans notre cas, plus l'absorbance était élevée, plus la concentration en bactéries était élevée. Alors, nos résultats qu'on obtenait, on les récoltait dans un petit tableau. À la diapo suivante, ouais. Alors, c'est ça. On avait notre contrôle bactérien. Ici, on peut voir avec les autres concentrations des substances que le contrôle bactérien a une absorbance vraiment similaire à celle obtenue avec les substances mesurées à différentes concentrations. Et ça montre justement, ces résultats-là nous montrent que l'ibuprofène, dans ce cas-ci, a un très faible effet, même un effet quasi inexistant. Et on peut même voir avec le nombre de colonies qui varie très peu. Donc, aussi, on a utilisé des courbes standards qui permettent d'approximer le nombre de colonies bactériennes dans un échantillon à partir de l'absorbance mesurée à l'aide de la spectroscopie. Donc, ça, c'est la courbe qu'on a tracée pour S. epidermidis. Et comme vous pouvez le constater, la valeur de l'absorbance augmente en fonction du nombre de colonies bactériennes. C'est la même chose pour E. coli. Donc, plus l'absorbance augmente, plus le nombre de colonies augmente. Pour nos résultats, on a trouvé que la vitamine C inhibe la croissance bactérienne d'E. coli et S. epidermidis parce que tous nos résultats d'antibiogramme et de spectroscopie concordaient et démontraient l'effet inhibiteur de la vitamine C. Pour ce qui est des autres substances, les résultats sont donc concluants puisque parfois il était difficile d'interpréter les résultats d'antibiogramme et d'autres fois, les résultats obtenus par les deux méthodes ne concordaient pas. Et on voulait aussi remercier Geneviève Beaulé et Mélanie et Phil pour nous avoir aidés à travers ce projet. Oui. Ouais. Bon. Ben, on est de retour. Donc, c'était le dernier bloc de présentation et bien sûr des questions pour ces deux merveilleuses équipes. Avant, je voudrais juste souligner les 4 blocs qui sont passés. Ils ont vraiment bien respecté leur temps. C'est clair. Et puis aussi, les réponses aux questions, c'est pas pour vous mettre de la pression, le bloc 4, mais les réponses aux questions sont bonnes et sont claires. Donc, vraiment, moi, ça m'impressionne beaucoup. Bravo. Alors, pour les questions, pour notre 4e bloc, le public en a généré vraiment beaucoup. Malheureusement, on doit faire des choix. Et puis, il y avait beaucoup de questions qui concernaient les méthodes de prélèvement. Donc, pour l'équipe de Joe, Alexis et de Lynn, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous avez procédé pour prendre des prélèvements sur vos 4
cobaye, la méthode pour aller chercher des échantillons? Mais je peux répondre. Quand on devait prélever sur le corps, sur les différentes parties du corps, on a utilisé des écouvillons stériles qu'on avait trempés au préalable dans de l'eau saline pour que les bactéries soient bien recouvertes. Puis après, on les mettait sur les gélos TSA, qui sont des milieux nutritifs. Comme ça, les bactéries pouvaient se développer par la suite. Bien, merci beaucoup, Lynn. Pour l'équipe de Justine, Simon et Maude, donc les derniers mais non les moindres, en fait, vous avez testé 2 méthodes pour quantifier l'effet de vos produits sur la croissance bactérienne. Il y en a un seul qui a eu des résultats que vous nous avez dit concluants. Est-ce qu'il y a une des 2 méthodes après coup que vous trouvez plus fiable? Puis si oui, pourquoi? Bien, c'est sûr que la spectroscopie, ça nous donnait une meilleure précision, si on veut dire, parce que c'est ça, la méthode antibiogramme, on pouvait, exemple, trop imbiber les disques, puis ça faisait un peu des cercles un peu étranges, puis c'était dur de savoir si c'était des cercles d'inhibition ou juste des cercles parce que la substance a migré. Fait que je dirais peut-être la spectroscopie. Par contre, il y a comme une certaine limite que la spectroscopie peut détecter une certaine quantité minimale de bactéries. Fait que c'est pour ça que souvent, c'était difficile de faire, c'est ça, concorder les 2 méthodes, mais je dirais sûrement la spectroscopie, ouais. Mais merci beaucoup, Maude. Et je voulais juste ajouter, la méthode antibiogramme, c'était plus comme un élément complémentaire à la spectroscopie. C'était juste pour avoir une idée générale de l'inhibition. Et la spectroscopie, c'était plus précis, c'est ça. D'accord. Bien, merci vraiment beaucoup pour toutes vos réponses. Maintenant, c'est le temps de conclure. Donc, c'est Phil qui a l'honneur. Bon, bonjour tout le monde. La soirée tire à sa fin. En fait, là, je pense que tous mes 24 étudiants sont vraiment contents en ce moment. Tout le monde a fini. Bravo aux 24 finissants. Vous avez réussi la fin du parcours. Là, on vous applaudit en studio. Tout le monde vous applaudit à la maison. On entend là, les gens crier. On est contents. Donc, bravo. C'est la fin du parcours DEC+ pour vous. Vous avez réussi le parcours du combattant dans une pandémie mondiale. Donc, je pense qu'on peut tous vous dire un gros wow, un gros bravo. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est incroyable ce que vous avez fait ce soir puis cette année. Il y a peu de gens au niveau collégial qui font ça. Je pense que tous les anciens DEC+ sont vraiment, ils savent c'est quoi faire un projet DEC+. Puis je pense que vous l'avoir fait dans cette adversité-là, c'est incroyable. Je voulais vous souligner ça, dire comment je suis fier de vous, puis comment aussi, je pense que tout le monde autour de vous est fier. Si je parle pour Sylvie aussi, pour dire qu'on est fiers vraiment de vous, puis un gros bravo. Donc, aussi, là, on a quelques petites surprises là à la fin. Ça va durer encore quelques minutes, évidemment. Donc, je passe la parole à Sylvie qui va faire un peu la portion pour les premières années de l'Expo Science. Ben oui, évidemment. Donc, on a parlé de notre super cohorte 27 qui, en fait, a plus besoin de présentation avec la belle Expo Science qu'elle vient de nous donner. J'ai eu la chance aussi de mettre un petit peu la lumière sur la cohorte 26 qui est partie, mais faut pas les oublier. On a des premières années en ce moment qui sont rentrées au cégep en pleine pandémie, qui, il faut le dire, ont été super bien accueillis et mentorés par la cohorte 27 de Philippe. Et puis, cette cohorte-là que j'accompagne, vous voyez, on fait un travail d'équipe, là, mais Phil est coordonnateur de la cohorte 27. Moi, je suis coordonnatrice de la cohorte 26 et 28 ici. Et puis, cette cohorte-là avait aussi des défis cette année. Dans un Expo Science, il est toujours traditionnel de mettre en valeur le travail de la cohorte de première année. Chaque cohorte de première année se voit imposer un thème. Alors, le thème cette année pour la cohorte de première année, ça a été 1, 2, 3, go. Ça a fait un petit peu comme un moteur, let's go, on est capable. Mais le but, c'était surtout de leur donner un thème pour leur donner des réflexions scientifiques. Il fallait qu'ils s'orientent vers un thème scientifique qui était porteur avec ça. Et puis, bien sûr, ça réfère aux chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 0 était accepté aussi. Mais au-delà du symbole mathématique, ce qu'on voulait, c'est qu'ils aillent chercher un phénomène naturel avec une explication scientifique. Et puis qu'ils aillent
à ce phénomène-là, rattaché, il fallait qu'il y ait un chiffre qui s'y rapporte, un ou plusieurs chiffres, ou encore une séquence de chiffres, comme par exemple, pourquoi les arcs-en-ciel ont 7 couleurs, pourquoi on peut avoir une symétrie bilatérale, le code binaire avec 0, 1. Donc, vous voyez le thème. Donc, ce sont des thèmes qui ont été exploités. Dans un premier temps, les étudiants devaient choisir un sujet, le soumettre, le faire accepter, et faire un article de vulgarisation scientifique. Donc, c'est toujours ça le défi de la première session du cégep. C'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont présenté, corrigé. Et au cours de la deuxième session, en prévision de l'Expo-Science, ils doivent faire sortir leur côté un petit peu plus créatif dans le but d'intéresser non pas seulement la communauté scientifique à leur sujet, mais bien le public, le grand public. Donc, le but, c'est d'aller attirer l'attention en présentant une vulgarisation, en trouver un médium pour parler de leur sujet scientifique et attirer les gens. Ça peut être une maquette, un vidéo-reportage, un jeu. Donc, là, ils vont avec leur imagination. Et puis, vraiment, cette année, la cohorte 28 avait le défi supplémentaire d'avoir... Au début, on ne savait pas si ça serait en réel ou en virtuel. Et puis là, je leur ai dit, bien, arrangez-vous pour que ça soit quelque chose qu'on peut montrer en vrai, mais qui va pouvoir aussi être supporté si jamais l'expo est virtuelle. Et c'est là qu'on est rendu. Donc, ils ont travaillé vraiment fort. Et pour pouvoir bien mettre en valeur leur travail ce soir, on ne va pas prolonger ça pendant un autre 2 heures, j'ai eu beaucoup d'aide d'une étudiante fantastique qui s'appelle Léa Bernard, qui est une des responsables de la cohorte 28, une des représentantes. Et puis, avec elle, on a monté un site web super, dont je suis vraiment, je suis super fière du produit final. Je suis pleine de joie pour... en tout cas, je trouve que c'est super beau comment c'est présenté pour les étudiants. Et on aimerait justement vous présenter ce beau... merci François. Donc, ce beau site web-là, alors vous avez maintenant sous vos yeux la super cohorte 28, 30 étudiants fiers avec le thème 1, 2, 3, go. Et vous voyez en haut le site web pour pouvoir aller voir le travail de ces étudiants-là. François a aussi mis dans le chat donc le lien que vous pouvez copier pour aller voir le site. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas parce que les médias sociaux du collège, que ce soit Facebook, Instagram ou encore le site, vont bientôt publiciser ce lien-là pour que vous puissiez y être facilement redirigé. Et puis, l'enregistrement de l'activité de ce soir aussi va être rendu disponible par les différents médias là, du collège. Donc, vous allez pouvoir réécouter ça si vous en avez manqué un bout et vous allez pouvoir aller visiter ce site qu'on veut le plus interactif possible. Et à la fin du site, ben, aux surprises, c'est sûr qu'on n'allait pas laisser tomber la cohorte 26. Il y a une rubrique où vous allez pouvoir voir les jolies binettes de nos étudiants de la cohorte 26, voir des belles photos de leur parcours au collège, puis aussi lire leur rapport final qu'ils ont fait et qui aurait été superbe à présenter en Expo-Science. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on couronne le tout pour la cohorte 28 et la cohorte 26. Je vous invite à aller voir ça puis à prolonger le plaisir de l'Expo-Science que j'espère vous avez eu ce soir avec nous. Et puis maintenant, Philippe. Oui. Bien, pour conclure, en fait, on ne pourrait pas vous quitter sans remercier tous les gens qui sont derrière cette Expo-Science-là. Vous vous doutez peut-être que, évidemment, une activité comme ce soir, c'est plusieurs mois de travail et surtout plusieurs longues heures aussi d'une grande équipe. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé. Donc, premièrement, les étudiants, évidemment, les 3 cohortes, la cohorte 26, la cohorte 27 et la cohorte 28. Sans vous, le DEC+, c'est rien, bravo. Et c'est vraiment vous le centre de toute l'Expo-Science. Sans vous, le programme n'est rien. C'est vraiment pour vous qu'on le fait. Les parents, les familles de ces étudiants-là, cette année, je pense que tout le monde a eu besoin de s'aider et je pense que je voudrais remercier, je sais qu'il y a plusieurs parents et familles qui sont avec nous ce soir. Je voudrais vous remercier personnellement parce que vous avez aidé tous ces étudiants-là à faire leurs études dans un contexte qui est pas facile, on le sait, et on est avec eux là-dedans aussi à tous les jours. Les superviseurs de projet, donc 4 professeurs extraordinaires qui ont donné de leur temps. Année après année.
année après année. C'est des gens qui participent au projet, qui sont là chaque semaine avec les étudiants au labo, qui les suivent. Les techniciennes, on a parlé, sans eux, c'est impossible de faire des projets. Donc, merci à vous. Le collège, la direction, moi puis Sylvie, on a des idées de fous, et on nous permet de les faire année après année. Donc, ce soir, on est un exemple. Merci à la direction de nous épauler là-dedans, de nous donner les moyens de pouvoir le faire. Et aussi, finalement, l'équipe technique sans qui ce serait impossible. Donc, je présente, on les voit là dans le fond, donc Michel et François. Il y a Mardoché aussi qui a travaillé là-dessus. Et le nombre de fils, regardez le nombre de fils qu'il y a. Il y a des ordinateurs partout dans la salle en ce moment. Et c'est vraiment à cause d'eux qu'on est capable de faire ça. Finalement, le public, évidemment, ben, toutes vous, les anciens, toute la gang que vous êtes en train de regarder, sans ça, ben il y aurait pas d'exposition. Il faut présenter ça à quelqu'un, puis vraiment, vous êtes extraordinaires. Les questions, on voit les messages de bravo. On est vraiment très heureux de vous revoir année après année. C'est super. Maintenant, pour la fin, on va vous permettre, en fait, de parler directement à nos finissants. Ce qu'on va faire, on va créer donc des salles virtuelles. C'est des salles donc de discussion où est-ce que vous allez pouvoir discuter directement aux différentes équipes. Donc, voici comment qu'on va organiser ça. Il va y avoir des salles qui vont être créées une par équipe, donc qui vont être identifiées avec le nom des personnes de l'équipe, le prénom des personnes de l'équipe. Et vous allez pouvoir, en fait, juste avant le générique de la fin, on va ouvrir les salles d'attente. Il va y avoir une fenêtre qui va apparaître et vous pourrez sélectionner dans quelle de ces salles de discussion-là vous voulez aller. Vous pourrez poser toutes vos questions aux étudiants et ils vont être là donc dans chacune des salles. Il va y avoir aussi une salle principale, c'est celle-ci, là, celle que vous êtes en ce moment. C'est où est-ce que moi puis Sylvie, on va être, s'il y en a qui veulent nous jaser ou régler des problèmes pour aller dans les salles de discussion. Souvent, on va aider. Il y a aussi le chat qui peut servir à ça. Si vous avez de la misère à vous connecter dans une salle, on peut vous aider à le faire. Donc, juste marquer dans le chat « Je veux aller dans telle salle » et François va vous diriger vraiment là, dans les différentes salles. Donc, ça va s'ouvrir, je rappelle, juste au début du générique de la fin et vous pourrez donc y aller tranquillement, pas vite. Donc, il va y avoir une musique, plein de photos là, pour ceux qui veulent regarder le générique, mais aussi les salles vont être ouvertes à partir de ce moment-là. Donc, je vais terminer aussi en remerciant évidemment Sylvie. Sylvie, on est ensemble depuis plusieurs années pour en ce qui est de l'organisation des Expo-Sciences. On en a fait beaucoup. Je pense que cette année, c'est la plus folle de loin qu'on a organisée. On a vraiment, je pense que c'est la 8e version d'Expo-Sciences. En tout cas, je ne sais pas le nombre, mais c'était extraordinaire de faire ça avec toi. Merci encore. En fait, c'est super le fun qu'on soit dans cette aventure-là ensemble avec les étudiants. Ben là, c'est le moment où est-ce que je pourrais me mettre à pleurer. Fait qu'il faut que je me contienne. Fait que merci vraiment à toi, Philippe. Puis, tu sais, quand on a commencé tantôt, c'est ça, on a dit « let's go ». On est capable, on va faire ça ensemble, ça va vraiment super bien aller. Oui, c'est ça, je vais te faire brailler toi aussi. Fait que, en tout cas, on a eu vraiment un plaisir fou. J'aime ça, travailler au DEC+, avec Phil, avec les étudiants. J'espère, en tout cas, j'imagine que ça transparaît. J'espère que vous avez passé une super belle soirée parce que nous, on a passé une belle soirée, même si on était stressés jusque-là au début. Mais bravo, bravo, bravo les étudiants. Vous êtes fantastiques de toutes les cohortes qui sont là pour appuyer puis ceux qui ont présenté ce soir. Merci. Merci et à l'année prochaine et en vrai, on l'espère en vrai.